Soyez les bienvenus dans Africa Chic, votre rendez-vous dédié à la créativité et au talent africain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme dont le parcours force le respect. Elle s'appelle Diallo Marliatou, 23 ans, originaire de Labé en Guinée. Arrivée en Côte d'Ivoire pour poursuivre son rêve de devenir couturière professionnelle, elle s'est hissée au rang de major de sa promotion au certificat de qualification professionnelle dans la commune d'Adjamé, distinguée donc par le maire de cette commune. Elle a également participé à des concours tels que Vitrine Mode 2025 et habillé la Miss TikTok Guinée Cancan 2025. Un parcours inspirant entre passion, persévérance et foi. Nous la recevons aujourd'hui pour parler de son histoire, de ses ambitions et de sa vision de la mode africaine. Marliatou Diallo, merci d'être sur le plateau d'Africa Chic. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de vous. Où est-ce que tout ça a commencé, votre histoire avec la mode, pour ne pas dire la couture? D'accord, tout a commencé à Labé. En fait, vu qu'on avait des poupées et tout, on devait les habiller. J'avais une camarade qui faisait la couture. Et une fois, je suis venue la voir et elle m'a doublé pour habiller ma poupée. Et ce qui fait que j'étais tellement en colère et j'ai demandé à ma maman si elle peut m'acheter des aiguilles au marché. C'est de là tout a commencé. Depuis la tendre enfance alors? Oui. À l'époque, vous aviez quel âge comme ça? En ce moment, je dirais 8-9 ans. 8-9 ans? Oui, entre 8 ans et puis 9 ans. D'accord. Et ces moments qui étaient celles qui vous accompagnaient dans cette envie-là? Oui. Hormis moment, est-ce qu'il y a eu d'autres parents qui vous ont dit Marliatou, demain, tu peux en faire un métier? Oui, surtout ma grande sœur que je vais saluer en passant, Diallo Delanda Kimbeli, qui m'a beaucoup soutenue. En fait, c'est elle-même qui m'a encouragée. Parce qu'à la base, vu qu'en ce moment j'étais très petite, ma maman était d'accord, c'était juste pour s'amuser. Mais quand j'ai grandi, elle se disait, elle s'attendait plus à ce que j'aille à l'université, que je finisse mes études avant de suivre ma passion. C'est de là, maintenant, ma sœur m'a dit, c'est dès maintenant. Si tu veux suivre ta passion, c'est maintenant que tu dois commencer. Du coup, vous avez abandonné les études pour suivre cette voie? Non, je n'ai pas abandonné. En fait, je partais à l'école. J'aimais beaucoup l'école. Je ne chômais jamais, mais je n'avais pas les bonnes notes qu'il faut. Et une fois, je me suis approchée de mon directeur de l'école et je l'ai expliqué, je lui ai montré mes dessins. Et là, il m'a dit, voici ce que tu dois faire. En fait, tout le monde n'est pas doué pour aller à l'école, faire les grandes études. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas doué pour quelque chose. Tu n'es pas bête. Mais tu as du talent dans ce métier. Il faut aller vers là-bas. Et c'est de là on est venu parler à ma mère quand j'ai eu le BPC. J'ai d'abord fait le BPC une fois, j'ai échoué. Et la seconde fois, j'ai fait un candidat libre, étant déjà dans une école de couture. Et la première fois que j'ai eu une très bonne note, disons 14 de moyenne, c'était dans l'école de couture. À seulement 2 semaines de cours, il y avait une évaluation à faire. Donc du coup, je suis venue voir le directeur de l'école de mode. Je lui ai dit, bon, moi je suis là il n'y a que 2 semaines. Comment se fait-il que je dois faire l'évaluation? Il m'a dit non. Une fois que tu es dans le circuit, tu dois faire l'évaluation. Et c'est de là que j'ai fait sortir 14 de moyenne. Et j'étais 11e sur 20 élèves. Pourtant, eux, ils ont commencé avant moi. Et à ce moment-là, comment a réagi votre famille? Bon, ma maman, en ce moment, elle était malade. Bon, elle n'a pas trop vu mon diplôme et tout. C'était mon frère qui est venu chercher. Et quand il est venu, quand on l'a dit que j'ai eu 14 de moins et 11e, bien évidemment que j'ai commencé un truc de 2 semaines, il était tellement fier. Il dit, ah voilà, tu tardais à l'école pour rien alors. Parce que moi-même, mon objectif était d'avoir juste le BPC et puis m'orienter. Mais une fois que j'ai fait et puis j'ai échoué, ma mère est allée m'inscrire, mais je ne suis plus allée. Je suis allée, je pense, 1 mois et quelques. Et elle m'a réveillée, elle dit, parce que moi, ma mère, elle est très autoritaire. Elle n'aime pas qu'on défie son autorité. Et une fois, elle est venue me réveiller après la prière. Elle dit, mais tu ne vas pas à l'école? J'ai dit non. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit non, je ne veux plus aller à l'école. Je t'ai dit que ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ma passion et tout. Laisse-moi aller dans une école de couture. Elle allait parler à la famille. Oh non, faut pas, elle va faire ça, je ne veux pas qu'elle fasse ça et tout. Elle a vu que je ne veux pas y aller. Elle-même, le lendemain, elle allait chercher une école de couture pour m'inscrire. Et comme ça, vous démarrez l'apprentissage en couture en Guinée, oui, avant de venir ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi quitter Labé en Guinée pour venir à Abidjan?
À l'Abbé, je suis quittée à l'Abbé en 2010. J'étais à Conakry. C'est là-bas que j'ai fait l'école de mode. D'accord. Et à Abidjan, je suis venue. À la base, je devais venir pour terminer mes études ici. Mais en ce moment, ma grande sœur n'était pas d'abord bien installée parce qu'elle est venue avant moi. Et une fois qu'elle était bien installée, ma mère est tombée malade. Donc, elle est venue. Et à la suite de ça, elle m'a dit, vu qu'il n'y a personne pour s'occuper de moi en Guinée, de venir ici, je vais l'aider à s'occuper de notre mère et puis aller à l'école de mode. Ce qui fait que... Bon, en tout cas, c'est un truc qui a été anticipé. À la base, je devais déjà venir ici. Parce que c'était pas forcément pour faire la couture. Non, c'est pour ça. Parce que je voyais beaucoup, les stylistes d'ici, les Patéo et autres, qui m'ont beaucoup inspirée. Ce qui fait que je me disais... Puis je voyais les écoles de mode et ce qu'ils réalisaient. Et en Guinée, là-bas, je dirais pas que la mode n'est pas assez développée, mais c'est maintenant que les écoles ont commencé. Donc, du coup, je suis venue et en même temps, j'ai commencé. D'accord. Et quand vous arrivez à Abidjan, comment vous avez vécu le changement? Bon, au départ, c'était pas du tout facile parce que je n'étais pas trop habituée à ce pays, je connais pas où aller, mais ma soeur, comme je l'ai dit, elle a toujours été si patiente parce que pour le premier jour, celle qui m'a accompagnée, elle m'a montré les règles. Avant même d'abord de commencer, commencer les cours, elle a commencé à m'apprendre comment ce pays-là fonctionne et voici comment on emprunte et où, quand tu veux aller quelque part, comment le faire. Parce qu'au départ, je ne connaissais rien. Et en Guinée, d'habitude, je sors, mais on m'accompagne. Je ne sortais pas seule parce que ma mère, elle est trop protectrice. Et arrivé en Côte d'Ivoire, votre sœur devient votre guide touristique. Oui. Elle vous apprend également le nouché, quelques mots. Oui. Elle apprend aussi à manger le garba, pourquoi pas. Oui. D'accord. Est-ce que ça a été des moments difficiles pour vous, des souvenirs un peu douloureux quand même, ou tout a été facile avec l'aide de la grande sœur? Oui, au début c'était un peu difficile parce que fallait que je l'aide avec notre mère qui a fait un AVC. Et puis il fallait aussi que j'aille à l'école. Donc c'était pas facile au départ. Mais on a su s'adapter. Et celle qui a endossé peut-être beaucoup de rôles, parce que moi c'était maintenant pour aller à l'école seulement, elle m'a dit, je te confie seulement le fait d'aller à l'école. Laisse le reste, je vais m'en occuper. Parce que je vois que tu aimes, parce que quitter Cocody pour aller à Bassam, c'était pas facile. Je devais me réveiller C'est quand même assez éloigné, oui. Faut le dire. Oui. D'accord. Et donc, en arrivant dans la mode ivoirienne, il y a forcément ce changement-là, Abidjan qui est différent de Guinée, de Conakry ou même de l'Abbé. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou qu'est-ce qui t'a marqué? Il y a au niveau de la mode, Oui, il y a tas de trucs qui m'ont marqué. Parce que moi, je ne savais pas qu'on faisait du prêt-à-porter ici en Afrique. Parce que je me suis toujours dit qu'à la longue, moi, je vais ouvrir une entreprise de prêt-à-porter. Mais quand j'ai vu qu'ici, il y a déjà des entreprises qui le font, je me suis dit, mais donc, c'est que nous, on est en retard. D'accord. Et donc, pour vous, c'était une innovation que vous devriez apporter en Afrique en confectionnant des prêt-à-porter? Oui. D'accord. Et quand vous constatez que les prêt-à-porter existent déjà, est-ce que ça vous a brisé dans votre rêve ou bien vous avez orienté vos idées ailleurs? Non, ça ne m'a pas brisé. En fait, chacun a sa particularité. C'est pas forcément que toi tu fais ça, que je fais la même chose. Je dois apporter ma touche finale. Donc, ce qui fait que je me suis dit, c'est vrai qu'ils le font, mais peut-être quand moi aussi je vais m'installer, je vais faire plus mieux que eux. En apportant une petite touche. Oui. D'accord. Outre les prêt-à-porter, est-ce qu'il y a une différence entre la mode en Côte d'Ivoire et la mode qu'on trouve, par exemple, en Guinée? À plusieurs niveaux, je suppose. Je dirais plus oui, parce que en Guinée, on ne fait pas du prêt-à-porter. En ce moment, quand j'étais là-bas, je ne sais pas maintenant parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Les choses ont forcément évolué. Oui, parce que là, tu envoies ton pagne avec ton modèle et puis on essaie de reproduire le modèle que tu as envoyé. Ils ne font pas de design ni d'innover le modèle, genre de changer. C'est toujours les mêmes modèles. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas de grands stylistes. Il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas assez comme ici. Parce que je dirais qu'en Afrique, ici en Afrique de l'Ouest, que c'est la Côte d'Ivoire qui est, disons, la capitale de la mode. Oui.
On n'oublie pas le Nigérien également. Hein. Oui. D'accord. Alors, outre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la mode rayonne un peu partout en Afrique, on a dit au Nigeria, mais également au Sénégal. À présent, direction Dakar, à la découverte de stylistes et créateurs passionnés par la promotion de la mode africaine, à l'occasion d'un festival de grillades organisé dans la capitale sénégalaise. Et ils ont présenté leur dernière collection mêlant attachement aux valeurs et esthétique africaine, modernité et ouverture sur le monde. Je vous propose d'aller immédiatement à leur rencontre avec nos confrères de Dakar, Régis Moukila et Cheikh Ndao. C'est au centre social de Derklé, à Dakar, que de nombreux stylistes venus de divers pays africains se sont donné rendez-vous à l'occasion de la 8e édition du Festival des Grillades. Placée sous le thème « La mode africaine à la conquête du monde », cette édition a une fois de plus célébré la créativité et le savoir-faire du continent. Il y a des créatrices qui font des jolis modèles, mais qu'on ne voit pas. Et moi, je voulais, en tant que Gis Evans, en tant que promotrice, mettre ces stylistes en valeur, en lumière, pour que les gens voient au moins leur modèle et puissent, pourquoi pas, commander et s'adapter à eux aussi. Parfois, j'ai vu, il y a une styliste qui tisse elle-même le tissu qu'elle fait. Elle est tisserande. Alors, ce genre de talent-là, ça ne doit pas être caché. L'une des grandes particularités de cette année est le défilé de mode pour enfants, mettant à l'honneur des tenues originales, inspirées du patrimoine africain. Cette tenue représente tout ce qui est fierté pour l'Afrique. Parce que si vous voyez bien, la première qui a défilé, je lui ai fait une petite jupette avec un haut. Mais pour ce qui est de la deuxième, je lui ai fait un pantalon genre chaya, comme on aime le dire ici au Sénégal, avec un petit haut esmeralda. Donc c'est encore une fois pour montrer notre africanité. Les créatrices ont fait preuve d'innovation en adaptant leur collection au climat chaud et humide. On est en temps de chaleur et quand on parle de boubou, on parle aussi du fait de couvrir tout le corps. Et ce qui est plus recommandé, c'est d'utiliser cette matière qui est un peu léger. Conquérir la mode africaine, c'est le leitmotiv de cette styliste de nationalité congolaise. Elle a tenu à travers sa nouvelle collection vendre la destination Afrique. C'est un ensemble de tenues, des chemises pour hommes, des robes, comme vous avez vu, des robes classe pour les femmes. Le tissu, c'est un mélange justement du wax, le pain tissé, parce que je crois vraiment à la richesse que nous avons en Afrique. Et pour moi, c'est une façon de valoriser ce que nous avons ici. Et je dirais aussi aux Africains de consommer local, parce que pour nous, c'est une fierté de porter nos propres tenues avec une certaine originalité. Un défilé haut en couleurs qui a séduit de nombreux passionnés de mode venus découvrir les créations audacieuses. Il y a le compte pour tout le monde, il y a le compte non seulement pour les femmes, il y a le compte aussi pour les hommes. Donc nous pouvons aujourd'hui, à travers les différentes créations que nous avons vues, mettre en valeur bien sûr ces différents styles-là. Cette édition pour moi, la barre a été mise haute. Vraiment les stylistes, elles n'étaient peut-être pas nombreuses, mais elles ont fait un travail de qualité, côté son, vêtements, tenues. C'est bien. Quand vous regardez, vous dites mais c'est du travail. Cette 8e édition du Festival des Grillades confirme que la mode africaine n'est plus en marge, mais bien au cœur des tendances mondiales. Entre audace, identité et modernité, les créatrices africaines réinventent la mode à leur image. Voilà, merci donc à nos collègues de Dakar, Régis Moukila et Cheikh Ndao pour ce reportage. Je poursuis donc avec mon invité Marliatou Diallo. On l'a dit, vous avez suivi une formation dans la commune d'Adjamé. Alors, il s'agissait de quelle formation? C'était une formation de couture encore. D'accord. Et elle a duré combien de temps? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Elle a duré pendant 2 ans. Parce que pour faire le CAP, il faut faire 3 ans de formation pour faire le CAP. Moi, j'ai appris tas de choses, j'ai appris tas de méthodes que je ne savais pas à la base. En tout cas, je dirais que
Bon, j'ai appris beaucoup. Assez. D'accord. Et ce CAP-là, vous l'avez obtenu et vous avez même été sacré major de votre promotion. C'était cette année, en 2025, là. Oui. Et quelle émotion vous avez ressentie en ce moment-là? Bon, c'était pour la première fois que je coule des larmes de joie. Je n'avais jamais... Bon, c'est quand d'abord j'ai obtenu le CAP parce que, bon, c'est après on m'a dit que j'étais major de ma promotion. Et quand on m'a dit que j'ai obtenu mon CAP, j'étais à Djamé. Je suis venue faire des courses et tout et il m'a appelé. L'informaticien m'a appelé, il me dit, bon, tu as eu le CAP. J'étais tellement contente. Arrivée à la maison, j'ai appelé ma grande soeur en appel vidéo et quand je l'ai dit, c'est là les larmes ont commencé à couler. Et comment la grande soeur, elle a réagi à cette information-là? Bon, elle aussi, elle a commencé à couler des larmes pour me dire qu'elle est fière de moi, qu'elle savait que j'allais y arriver, qu'elle n'a pas eu tort de me soutenir et d'être toujours là pour me dire d'aller vers mon rêve. Elle a vu, enfin, vous avez vu les efforts qui ont été récompensés après des années de dur labeur. Ah oui. D'accord. Et vous avez également été honoré par le maire de cette commune-là, la commune d'Adjamé, Monsieur Falikou Soumaoro. Qu'est-ce que cette reconnaissance du maire représente pour vous? Bon, ça représente beaucoup pour moi. J'étais tellement contente parce que quand même, pour la reconnaissance du maire, quand j'ai appelé mon père, parce qu'à la base, tout le monde ne voulait pas que je fasse la couture. Tout le monde s'attendait à ce que j'aille à l'université pour faire autre chose, mais à part la couture. Parce que je dirais que je suis la première styliste modéliste de la famille. Il y avait ma tante qui faisait la couture, mais elle n'est pas autant renommée que ça. Donc, ce qui fait qu'à la base, il ne voulait pas. Donc, quand je l'ai appelé, lui aussi, il a pleuré. Et c'était une fierté pour moi parce que tout mon rêve était de rendre mes parents fiers de moi. Parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Et surtout ma grande soeur qui m'a beaucoup soutenue. Je ne cesserai de lui dire merci. Parce que sans elle, aujourd'hui, je sais que bon, je serais encore à l'université, peut-être faire quelque chose dont je ne suis pas passionnée. Pourtant, à la base, depuis toute petite, j'étais passionnée par ce métier. Est-ce que quelque part on a un sentiment de satisfaction? On se dit si c'était à refaire, j'aurais toujours choisi cette voie-là. Oui. Sans hésitation. Oui. D'accord. Alors, vous avez également participé à des concours comme Vitrine Mode 2025 et habillé la Miss TikTok Guinée. Parlant de Vitrine Mode, comment vous avez connu ce concours, comment vous l'avez préparé et est-ce que vous avez obtenu un prix à l'issue donc de votre participation? D'accord. En fait, c'est l'école qui est venue nous parler de ça et on était à une semaine des évaluations. Il fallait se préparer pour les évaluations et en même temps pour la compétition et tout. Il n'y avait pas assez de temps. Donc, ma copine et moi, on a tenté, mais malheureusement, bon, on n'a pas été retenus. Mais je dirais que c'était une belle expérience parce que c'était ma première fois de participer à une compétition. Et j'ai vu comment s'apprêter pour une compétition et comment se préparer. Donc, je sais que l'année prochaine, je ferai mieux. D'accord. Et quelle est la collection que vous avez présentée à ce concours? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce que cette collection avait une histoire particulière? Mais c'est juste une création comme ça? C'est juste une création comme ça. J'ai utilisé le pagne baoulé pour le faire parce que moi je suis plus inspirée par nos tenues africains et je veux moderniser cela pour en faire des tenues de soirée, pourquoi pas, pour mettre en valeur un peu nos tenues. Donc j'ai fait une tenue tradie moderne en baoulé qui est démontable. Tu peux le porter sous forme de mariage en même temps pour aller dans une cérémonie d'anniversaire parce qu'il faut, quand tu démontes carrément la tenue, elle devient très sexy. Et quand tu montes le bas et tous les volants qu'il faut, ça devient un truc traditionnel où on va aller dans un mariage ou même dans un mariage traditionnel, on peut porter la tenue. Être élégante tout en valorisant la culture africaine. Et dans ce contexte-là, vous avez habillé la Miss TikTok Guinée, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le fait de l'avoir habillée et de participer, par exemple, à Vitrine Mode, ont impacté quelque part votre perception de la mode ou ont impacté votre travail? Bon, je dirais que oui, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont regardé les images. Le fait que j'ai confectionné la tenue de Miss Cancan, TikTok,
Il y a plusieurs personnes qui ont regardé. Il y a eu plusieurs partages sur la tenue quand on l'a posté sur Facebook et tout. Donc je dirais oui quand même parce que bon, mon œuvre a voyagé. Il y a eu plusieurs personnes qui ont regardé le live qui étaient partout dans le monde. Donc je dirais un peu oui. Et vitrine mode aussi, je dirais oui parce que grâce à ça, je sais maintenant comment m'apprêter pour des compétitions. Et je sais ce que les grands hommes attendent demain de nous actuellement qui sont sur le marché. Donc je dirais oui. D'accord. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas encore installé à votre propre compte, mais vous faites déjà des créations. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre style de création? Mon style de création est plus sur les tenues de soirée. Et aussi un peu, je dirais, un peu sur les tenues des femmes voilées, parce que vu que je porte déjà le voile. Oui. Donc je dirais plus sur les tenues de soirée. Parce que, à notre niveau, beaucoup de personnes pensent qu'il faut s'habiller sexy pour être belle. Alors que non, pas du tout. On peut porter des habits décents en étant très belle. Donc je dirais plus dans les tenues de soirée. D'accord. C'est vrai que vous avez déjà créé avec le pagne baoulé, qui est un pagne ivoirien. Est-ce que vous envisagez plus tard faire un mélange du pagne guinéen, en l'occurrence soit le lépi, la forêt, avec d'autres pagnes ivoiriens? Oui, bien sûr. Parce que le pagne baoulé se rapporte un peu à le vrai lépi ancien de la Guinée. Ça se rapproche beaucoup. Parce que quand même j'avais le pagne baoulé, beaucoup de mes frères m'ont demandé, frères guinéens, sœurs, m'ont demandé si c'est le lépi. J'ai dit non, ça c'est le pagne baoulé de la Côte d'Ivoire. Donc oui, j'envisage beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pagnes guinéens qui se marient bien avec les pagnes qui sont ici. D'accord, très bien. Alors, est-ce que avec un recul, c'est vrai que vous êtes de la nouvelle génération, pensez-vous que la mode africaine est suffisamment valorisée, notamment nos textiles? Oui, je dirais oui. Parce que, à ce stade où on est, nous voyons sur les plateformes que, bien sûr, c'est valorisé parce que, en voyant les défilés qui se passent ailleurs, disons en Europe et autres, nous voyons nos textiles voyager à travers le monde. Donc, je dirais oui. Maintenant, à nous, les Africains, de le valoriser de plus parce que nous, on ne se rend pas compte du trésor qu'on a. Et les autres, quand ils le voient, ils le sentent. Et ils s'en approprient. Oui. D'accord. Dans votre biographie, vous évoquez souvent la bénédiction divine, le soutien de votre grande sœur d'Alanda, Kimberly Diallo. En quoi son soutien est essentiel pour vous? C'est essentiel parce que je dirais que, chez nous en Guinée, surtout c'est les Peuls, quand tu as une grande sœur et qu'elle se marie, elle devient ta maman adoptive. Parce que moi, on n'est que 3 filles et j'ai grandi à ses côtés. Quand elle s'est mariée, je suis allée chez elle, on est restés ensemble. Et quand elle a divorcé, on est revenus ensemble. Et malgré cela, elle ne m'a pas abandonnée. Elle a toujours été là comme ma mère, ma grande sœur, ma meilleure amie, ma confidente. Elle est toujours présente dans ma vie. En fait, elle me soutient. Elle me dit, ce que tu veux faire, va au bout de tes idées, ne te limite pas. Et aujourd'hui, je dirais que si réellement j'en suis là, c'est grâce à elle. Ce qui fait que je l'invoque beaucoup dans ce que je dis. On comprend que votre famille occupe une place importante dans ce que vous faites, dans votre réussite, votre parcours. On va parler rapidement de vos projets. Est-ce que Mariatou envisage de s'installer en Côte d'Ivoire ou peut-être retourner en Guinée, valoriser ce qu'elle a appris durant toutes ces années en terre ivoirienne? Je me vois bien m'installer en Guinée, mais aussi implanter mon entreprise ici parce que je veux que l'entreprise mère soit en Guinée parce qu'avant tout d'abord la patrie et je ne veux pas aussi oublier de venir en Côte d'Ivoire parce que tout ce qu'aujourd'hui j'ai accompli, je l'ai accompli en Côte d'Ivoire, pas ailleurs. Donc, je me vois bien m'installer en Guinée d'abord, implanter l'entreprise mère en Guinée avant de venir ici. D'accord. Et en ce moment, qu'est-ce que vous travaillez sur quoi? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous travaillez avec un créateur ou vous essayez de confectionner à partir de la maison? Non, en ce moment, je travaille avec un créateur qui est M. Binaté. Je travaille chez lui histoire d'apprendre plus de méthodes avant de m'installer.
Très bien. En tout cas, Mariatou Diallo, merci d'être passé sur notre plateau et merci d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre amour pour la couture, pour la mode et nous, on vous souhaite très bonne suite dans votre carrière. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.